Salut, c'est les Jérôme. Puisqu'on est entre deux phases de travaux, on voudrait en profiter pour répondre à une question qui est revenue assez souvent depuis le début des travaux. Pourquoi on n'a pas encore refait la toiture? Et c'est une question tout à fait légitime, car en principe il est vrai qu'avant d'entreprendre tous les travaux intérieurs, comme les planchers, l'OSB, les cloisons, etc., il faut s'assurer qu'on les fait hors eau. Autrement, c'est le risque d'endommager et de compromettre ce qui a été fait. Oui, mais alors, pourquoi? Et surtout, pourquoi pas? Car on a nos raisons, et laissez-nous vous expliquer notre raisonnement et le cheminement de notre pensée. Bon, il faut tout de même signaler qu'en dehors des problèmes ponctuels, surtout liés à la zinguerie, la couverture en place ne présente pas de problème pour l'étanchéité globale. Même si j'en fais parfois des mauvais rêves, il ne pleut pas, ou plus, à l'intérieur, et la couverture assure toujours bien son rôle, et c'est quelque chose qu'on vérifie régulièrement et qu'on suit de près. La couverture est assez ancienne, en amiante et pleine de mousse, mais elle est encore fonctionnelle. Donc de ce point de vue, on s'est dit qu'on pouvait se donner encore un peu de temps pour réfléchir. Mais dès notre arrivée dans le lieu, c'était déjà une de nos préoccupations, surtout qu'on n'avait pas de vue sur le dessous de la toiture avec les cloisons des chambres de bonne, et il y avait pas mal d'infiltrations à divers endroits, surtout dans les parties en zinc. Et déjà à ce moment-là, on a fait établir des devis pour la réfection de la couverture. Bon, on avait été un peu refroidi par le coup des travaux, et puis aussi on entrait alors dans une phase peu réjouissante de redéfinition du projet, ce qui a un peu relayé aux oubliettes ce chantier. Puis par la suite, quand on a repris les travaux, cette question a ressurgi, et à nouveau on a un peu plus sérieusement contacté pour des renseignements des professionnels en vue du remplacement de la couverture. Encore une fois, le coup prévu nous a un peu fait peur, et puis il y a eu quelques éléments qui ont fait qu'on ne s'est pas décidé, comme on va en reparler. Toujours est-il que finalement, on est content qu'on n'a pas fait réaliser ces travaux, car à ce moment-là, on ignorait encore tout de l'état de la toiture et de sa charpente. On imagine la surprise des couvreurs, une fois les ardoises retirées, ça aurait amené un max de suppléments pour toutes sortes de choses non prévues, ou pire, une toiture neuve par-dessus tout ça, bien faite, hein, on ne dit pas, mais qui du coup, après empêche tout redressement ou intervention sur la structure, comme on l'a fait, au risque de déformer et endommager la nouvelle couverture. Bon, ceci dit, on n'a pas pour autant abandonné l'idée de refaire la toiture, mais on s'est aussi heurté à d'autres obstacles auxquels on ne s'attendait pas. En premier lieu, trouver des artisans compétents. Cela semble idiot, mais on entend tellement parler d'expériences désastreuses que pour un chantier d'une telle ampleur, ça fait peur. Et même pour un bâtiment classé de la région qu'on a visité lors des journées du patrimoine, on a eu un témoignage assez accablant avec de gros soucis de travaux mal effectués et où cela se termine devant un tribunal. En attendant, l'eau, elle n'en a que faire et n'attend pas pour s'infiltrer. Donc, c'est difficile de savoir si tout se passera bien avec telle entreprise ou tel artisan. Enfin, c'est sûr que quand on a plusieurs devis et que l'un d'entre eux est de la moitié du prix des autres, cela éveille la méfiance. Il y a certainement des coûts cachés ou du rabotage sur la qualité d'exécution. Toujours ce fameux triangle QCD, qualité, coût, délai. Alors bien sûr, on ne veut pas mettre tous les artisans dans le même sac, et on est certain que la grande majorité font très bien leur travail et sont respectables, mais on n'est jamais vraiment sûr, et puis cela nous amène à un autre point frustrant, les disponibilités. Et on ne parle pas de délai pour faire les travaux, mais simplement de pouvoir rentrer en contact. Très peu de nos demandes aboutissent. Pour dire, il y a 2 ans, on s'est dit que, puisque la toiture allait certainement rester encore en place un moment, on ferait bien une première phase de quelques réparations nécessaires ici et là. Une dépense inutile en quelque sorte, puisqu'il faudrait de toute façon tout refaire ensuite, mais cela nous permettrait d'être plus serein et tranquille avec la toiture en attendant. Eh bien, on a contacté un peu plus de 8 artisans ou entreprises, et on n'a eu qu'une seule réponse. Alors du coup, on lui a fait faire des travaux. Eh bien, on a été très déçus de l'intervention. En passant sur le manque de ponctualité et le respect des délais, le travail n'a pas du tout été bien fait. Même pas quelques mois plus tard, il y avait à nouveau des fuites, une descente toute bouchée, des ardoises cassées en marchant dessus, et on en passe, la liste est longue.
On n'a pas vu tout de suite que certaines parties fuyaient à nouveau, car l'intérieur était dans un bac poussière, mais une fois qu'on a remonté les planchers d'OSB, à la première grosse pluie, ça n'a pas manqué. Bon, on a tout protégé depuis et on a réglé le plus gros des problèmes, mais bon, on a été très déçus du travail. On n'est pas du tout du genre à rappeler l'entreprise et les faire revenir, argumenter, etc., puisque de toute façon, ils nous ont démontré qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la tâche, ce qui expliquerait la disponibilité et la rapidité de la réponse. Alors, quoi du coup? Ceux qui travaillent bien, ils ont plein de boulot et ils répondent pas, et les autres, on s'en passerait bien. C'est ça? La belle affaire. Alors on fait quoi? Le faire soi-même? Oui, on a commencé à y réfléchir de plus en plus. Pourtant, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de faire. C'est un gros chantier qui demande beaucoup de temps, de matériel et de compétences, et les conséquences de travaux mal réalisés peuvent être très préjudiciables. Dans le même temps, plus on y réfléchit, plus on se rend compte qu'il va y avoir pas mal de problèmes logistiques liés à ce type de chantier si on le confie à un professionnel. Par exemple, simplement la sablière et la corniche qu'il faut refaire côté sud. Elle est aujourd'hui manquante, ou c'est tout comme, et il faudrait faire cela une fois que la toiture est démontée. Pareil pour les cheminées, surtout celle la plus à l'est dont on a parlé dans le dernier vlog, qui penche et qu'il faudra peut-être refaire, ou du moins rénover. Tout comme les autres cheminées où il faut enlever le crépi et aller savoir les surprises qu'on trouvera là-dessous. Idem pour le reste de la charpente dans l'autre partie de la maison qu'il faut encore redresser. Et on ne parle même pas de retrouver et installer les épis avec les boules et girouettes qu'il y avait sur les tourelles, on ne sait même pas par où commencer. On imagine donc mal un couvreur accepter de mettre en pause son chantier jusqu'à ce que nous, on puisse faire de notre côté les interventions intermédiaires, sans aucune garantie de délai. Et en plus de cela, il y a aussi certaines choses ou façons de faire qu'on voudrait privilégier pour les travaux, comme les chevrons en chaîne et pas en résineux autoclave, des arrêtiers fermés en biaise avec approche, la réutilisation de certains matériaux, etc. Ce qui n'est pas du tout évident de faire comprendre et encore moins accepter si ce n'est pas la façon dont le couvreur travaille ou que c'est en territoire inconnu pour eux. Comme par exemple, quand on a parlé d'abri à chauve-souris au couvreur qu'on a rencontré, au début, ils croyaient qu'on rigolait. Et puis après, ils nous ont regardés comme des personnes assez étranges, l'air de dire qu'on demande un peu n'importe quoi. Cela ne semble pas possible. Sauf que cette maison est un vrai nichoir à chauve-souris. Il faut rendre la couverture un peu plus étanche, mais pas question de détruire complètement l'habitat des chiroptères, surtout qu'il existe des solutions et dispositifs dont on vous reparlera certainement. Ensuite, quand ce qu'on demande n'est pas impossible, cela vient booster les coûts des travaux, comme pour des arrêtiers fermés, ou la pose au clou. Bon, c'est normal car c'est plus compliqué. Bon, même si on le fait nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on fera tout ça comme ça, rien n'est décidé, puis il faut voir la complexité et faisabilité. Puis vient naturellement la question des chiens assis, on nous l'a posé souvent. Évidemment, ça serait super bien de les réintégrer au bâtiment, mais non, on ne les refera pas, en tout cas ce n'est pas à l'ordre du jour, ou plus. Ce serait techniquement possible, on pourrait le faire par moulage de pierre reconstitué. Pour le bois, rien de difficile, et c'est plus la partie zinc qui serait la plus compliquée. Il faudrait déjà pour cela qu'on trouve un modèle, car étrangement on n'en a jamais retrouvé aucun morceau. Pourtant il y en avait 8. Dans tout ce qu'on déterre et découvre sur le terrain, aucune trace de ces pierres de taille. On pense qu'elles ont peut-être été revendues après avoir été retirées, ce qui date d'il y a bien longtemps, d'après ce qu'on peut recouper entre les deux guerres. Il faut savoir que jusqu'en 1926, il y avait un impôt sur les portes et fenêtres, ce qui fait qu'on peut voir sur certains bâtiments des ouvertures murées ou de fausses fenêtres pour à l'époque faire diminuer les taxes. Cela pourrait être une explication des raisons du retrait de ces 8 fenêtres, en dehors de la difficulté et des coûts d'entretien. Alors bon, voilà, ça n'est plus là depuis presque un siècle, et on se fait une raison, ce serait trop de travail, et puis bon, en matière d'isolation, c'est pas l'idéal. On laisse ça pour les suivants. Voilà donc qu'on se décide à faire le toit nous-mêmes, et pour nous aider à prendre la décision, on a fait un petit listing des pour et des contre qu'on va vite passer en revue. Les contre. Le temps que ça va demander.
on ira beaucoup moins vite qu'un professionnel, sans compter que pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. La formation. On doit tout apprendre, on a commencé à lire pas mal et s'informer, mais cela ne suffit pas et il faudra un peu d'entraînement. Difficultés techniques. Tout n'est pas toujours bien documenté, certaines parties risquent d'être assez compliquées. Que faire si on se retrouve bloqué? On a aussi pensé à se faire épauler, donc faire nous-mêmes, mais sous la supervision d'un professionnel rémunéré et vers qui on peut se tourner quand on a des questions. Mais là aussi, on n'a jamais reçu de réponse à nos sollicitations. Équipements et outils. Il va falloir qu'on investisse dans pas mal d'équipements et bien se renseigner sur les besoins et comment tout ça s'utilise. Sécurité. Ben oui, on n'a pas l'habitude de travailler en hauteur et c'est à prendre en compte, il y a toujours un risque malgré les EPI. Trouver le matériel. Ce n'est pas toujours facile de trouver des outils spécifiques ou matériaux en tant que particulier. On n'a pas le poids d'un professionnel, et des petites quantités ne sont pas toujours intéressantes pour des revendeurs. Prix plein des matériaux. Oui, on n'aura pas la TVA réduite à l'achat des matériaux. Pas d'aide financière ou subside. Car en principe, pour en bénéficier, il faut passer par des entreprises agréées. Autant dire que si on fait soi-même, on peut oublier. Déchets. Il faudra en plus prendre en charge les déchets du chantier et l'amiante s'évacue en déchetterie spécialisée avec des précautions qui s'imposent. Garantie. On peut aussi oublier la garantie décennale, mais bon, ce n'est pas vraiment un contre, car on fera en sorte d'essayer que ce soit bien réalisé, et même s'il y avait un problème, on saura comment intervenir. Les pour. Le prix. Malgré les équipements et la TVA pleine, on pense que cela pourrait finalement coûter moins cher, enfin en tout cas pas plus, car c'est la main-d'œuvre qui est l'un des coûts les plus importants. Et en gardant à l'esprit qu'en plus, le matériel et les outils, ça peut se revendre ensuite. La flexibilité. Pour nos chantiers parallèles, cheminées, corniches, la réutilisation des chevrons, abris à chauve-souris, etc. Le contrôle total de la mise en œuvre. Le choix des ardoises, type de pose, mise en œuvre. Les autres couvertures, la verrière et annexes. Les devis qu'on a fait établir jusqu'ici ne concernent que la toiture principale du bâtiment avec les tourelles. On n'avait pas inclus la verrière et autres annexes qui seront pourtant à refaire un jour. Si on a déjà tout le matériel et l'expérience, on pourra continuer avec les autres couvertures, ce qui sera de plus en plus rentable. Voilà donc pour notre réflexion. On est bien décidé à faire ces travaux nous-mêmes. Il faut encore qu'on réfléchisse à beaucoup de choses et qu'on continue de se former. On vous avoue que cela fait un peu peur, surtout vu le temps que ça va nous demander, mais il faut aller de l'avant. Pour se rassurer, on s'est dit qu'on pourrait faire un premier chantier sur la remise à côté de la cheminée, une toiture assez simple, plus basse, dont la couverture est aussi à refaire. Cela pour se faire la main, ce qui nous mettrait en confiance pour la suite. Mais laissons décanter tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.